aujourd'hui, je porte la casquette que j'aime beaucoup. Je suis la présidente de l'ATIA, l'Association tunisienne pour l'intelligence artificielle. Je suis ravie d'être là. Je remercie toute l'équipe organisatrice, en l'occurrence le club Android de l'ESN. Je remercie le comité directeur de l'ESN de m'avoir invité. Donc normalement, je vais avoir une conférence intitulée l'IA rétro-prospective, mais j'ai choisi de vous parler un peu de l'ATIA d'abord. Donc je vais juste prendre 5 à 7 minutes pour parler de l'ATIA. Donc l'association tunisienne pour l'intelligence artificielle est créée depuis 2005. Par professeur Khaled Amdila, localisé géographiquement, on va dire, à l'Annecy, et on est partout, en Tunisie. Donc voici l'objectif et la mission de l'ATIA. Je vais juste me focaliser dans le sens où on travaille beaucoup sur l'axe de la formation, de propager les bonnes pratiques de l'intelligence artificielle, de fédérer les efforts de tous les acteurs de l'écosystème en matière d'intelligence artificielle pour promouvoir ces bonnes pratiques. On se focalise aussi sur la partie éthique de l'intelligence artificielle. Il y a toute une équipe qui travaille. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes une équipe variée. Nous sommes pour la plupart issus du tissu universitaire. Nous sommes des enseignants universitaires à la base, et on a aussi du tissu professionnel. Ça, c'est le bureau exécutif. Depuis 2005, l'ATIA a fait soutenir plus de 200 thèses de doctorat, des 1000 publications scientifiques, et a organisé des conférences, des workshops, des journées. Alors, il y a 4 ans exactement, un bureau exécutif est récemment, il a été élu, et notre objectif est devenu scindé, ou la mission de l'ATIA est scindée en 5 principales activités, qui sont d'abord l'ATIA Talk. C'est à travers les journées qu'on organise, à chaque fois on prend une thématique. Bon, malheureusement, le Covid a fait qu'on a ralenti un peu le rythme, puisque ce n'est plus en présentiel, et il vaut mieux que les choses passent en présentiel, c'est toujours mieux. On a, comme j'ai dit, le côté formation. On a des projets aussi au sein de l'ATIA. Alors, la question qui se pose, pourquoi adhérer, pourquoi être à l'ATIA? Eh bien, les adhérents de l'ATIA bénéficient de la gratuité ou la quasi-gratuité de ce que nous organisons. Je vais vous montrer après quelques activités que nous avons élaborées. Ça permet aussi de participer à des événements, d'être membre d'une équipe, de faire du networking et d'animer des workshops, d'être dans le comité aussi directif. Donc la participation de l'ATIA, je vais assez vite là, ce que nous avons fait il y a 3 ans de là. Donc ça, c'est le panel de ce que nous avons organisé. Je fais un arrêt ici parce que nous sommes partenaires de Novation City à Sousse, à travers des projets. Par exemple, nous avons participé en tant qu'équipe technique pour les challenges lancés par Novation City en matière d'intelligence artificielle. Ce que nous avons, nous, organisé IA et transport juste avant le Covid, on a eu à faire aussi une rencontre scientifique, quelle IA pour la Tunisie, avec El Hakma. Différentes formations, c'était des webinaires en ligne, puisque c'était la période Covid. Et récemment, en août dernier, on a organisé un ATIA Summer School où on avait fait participer 40 étudiants d'une manière gratuite qui ont suivi des formations
tout le long, en termes de workshop, tout le long de 3 jours. Et voici nos partenaires. Donc, nous sommes partenaires avec la GIZ, avec la chambre commerciale canado-tunisienne, avec l'UICA, avec Novation City. Je fais un arrêt à ce niveau parce que cette année particulièrement, on a lancé le bal des clubs ATIA dans les universités. Donc, je vais juste ici mettre le tout nouveau club qui a été créé à l'ESIM, donc l'ESIM Monastir. Et juste, il y a une charte, mise à part du statut de l'ATIA, une charte et puis le programme annuel d'action, plus le bureau du club et juste une étude au niveau du bureau exécutif de l'ATIA et puis le carton vert est donné. Nous avons récemment aussi organisé une journée intitulée Les défis de l'IA à l'ère des technologies émergentes en Tunisie. Donc un panel, un programme déjà concocté. Maintenant, la question c'est que du 2022-2023, voici ce que nous comptons faire. Et particulièrement, j'annonce la conférence AMCAI, Afro-Mediterranean Conference on Artificial Intelligence. Nous sommes en train de finaliser le Call for Papers et vous allez être, ça va être déclenché. Et surtout, ceux qui sont adhérents, puisque à l'adhérence, vous mettez votre adresse mail, donc vous allez être au courant des nouveautés de la conférence. C'est I3E. Nous avons aussi, à partir de janvier 2023, un panel de formation à élaborer. Et puis, des meetings, des workshops, à chaque fois on prend une thématique qu'on aborde avec les gens spécialistes. Voilà, ça c'est ma courte présentation de l'ATIA. Et là, je vais juste directement enchaîner avec la conférence. Alors, je ne sais pas si c'est après, vous posez des questions en haut au fur et à mesure. Vous faites comme vous voulez. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'IA rétroprospective. Quand j'étais sollicitée, j'avais 2 possibilités, soit de parler d'une manière technique, algorithmique, de paramétrage, ou alors d'une manière assez générique, et à chaque fois me donner quelques exemples techniques. Donc j'ai choisi d'aller vers plutôt tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle depuis le début jusqu'à ce jour, jusqu'au futur. Ça veut dire, si vous êtes intéressé en matière d'intelligence artificielle, qu'est-ce qui reste à faire, quels sont les domaines qui sont prometteurs, que ce soit cette année ou dans le court ou moyen terme. Donc, dans cette présentation, vous allez subir ce plan. Je vais tout d'abord parler de ce que c'est qu'être intelligent, parce que parfois, je vais vous dire le summum de cette conférence, en fait, la chose à laquelle je voudrais aboutir à la fin, c'est de vous dire, c'est pas à chaque fois qu'on est censé dire qu'on fait de l'intelligence artificielle. Donc il faut comprendre pourquoi et quand est-ce qu'on a besoin de dire que notre programme doit être intelligent. Je vais parler un peu de l'historique, donc rétro des années 60 jusqu'à aujourd'hui, puis la prospective, ce qui fait l'IA jusqu'où elle est arrivée, puis l'IA contemporaine et future, et puis je vais clôturer avec les mythes à éviter. Donc la question que je vous pose, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Je ne voudrais pas que ce soit une conférence vraiment où là je vous parle à un seul sens, donc on va essayer d'un peu interchanger ensemble. Qu'est-ce que l'intelligence d'après vous? Est-ce que quelqu'un peut me donner quelques mots comme ça clés pour dire c'est quoi être intelligent, ou l'intelligence d'une manière générale? Est-ce qu'on peut la résumer? Oui? Oui, mais comment on essaie d'évaluer? Comment est-ce qu'on arrive à évaluer ce IQ? Hein? Réactivité. Créativité.
Bon, créativité, c'est un surplus, mais regardez ce que je vais vous proposer. C'est être intelligent, c'est qu'il faut qu'on ait la capacité d'apprendre. Je vais vous annoncer quelques capacités, parce que l'expérience a fait que, par exemple, quand j'ai assisté à des pitchs de start-up, et quand ils commençaient à parler de leurs problématiques et du fait qu'ils vont utiliser l'intelligence artificielle, on leur posait la question « Pourquoi vous allez utiliser l'IA ?» Est-ce que c'est parce que c'est un in, c'est quelque chose qui fait encore du buzz, ou réellement vous avez besoin? Donc la réponse, elle doit être dans le sens, il faut montrer que votre système, votre problématique a besoin d'être intelligente. Et pour ce faire, il faut comprendre ce que c'est d'être intelligent. Donc c'est la capacité d'apprendre. On va vous dire, est-ce que votre système peut apprendre? La capacité de percevoir, de prédire le futur. Dès qu'on fait une prédiction, on va dire, à partir de l'actuel, on prédit le futur, donc on est intelligent. La planification d'action pour un but donné, si on planifie, ça c'est attrait à l'être humain. Et puis appliquer son savoir face à un problème donné. Donc ça c'est pour répondre à la question, qu'est-ce que l'intelligence? Et qu'est-ce qu'être intelligent? Là on va le décliner en termes de verbes. Et puis on aura besoin aussi de rajouter. Alors je vais vous dire ce qu'on va rajouter. Alors, je décline ce que j'ai présenté tout à l'heure en termes de verbes, donc apprendre, raisonner, déduire, planifier, anticiper ou prédire. Mais est-ce qu'on se suffit à ceci, nous, êtres humains? Oui, la prise de décision, je suis d'accord. Mais on utilise quoi, mis à part ceci? Nous, êtres humains, on a aussi besoin de sentir. D'accord? De sentir. Et puis, je vais vous dire, je vais parler de quelque chose de fondamental qui fait maintenant la une des revues scientifiques en matière d'intelligence artificielle, c'est la conscience. Donc nous, on a besoin d'une histoire, c'est-à-dire nous avons un historique. Et puis, des sentiments. Qu'on mange tout ça, c'est pour être intelligent. Donc, en somme, nous avons ce bonhomme qui va percevoir de par le monde et il va raisonner, il va essayer de résoudre des problèmes, il va planifier, il va apprendre et il va agir par la suite. Donc, l'output, c'est l'action qu'il va faire en termes de résolution de problèmes, parler même. Je commence par les actions stimulus-réponse ou alors des actions beaucoup plus complexes que ça. Je vais vous proposer un cadre problématique pour ne pas s'ennuyer juste là. Moi, à chaque fois que j'essaie de mettre comme ça des choses pour qu'on ait des interactions. Le problème des pigeons en IA, c'est un problème assez classique. Je vous présente un pigeonnier qui peut accueillir au plus un pigeon. Étant donné n pigeons et n pigeonniers, chaque pigeon pourrait-il trouver un pigeonnier pour l'accueillir? La question que je vous pose ici, si on donne ce genre de problème à une machine, comment est-ce qu'elle va le résoudre? Et si on donne ce genre de problème à un être humain, comment est-ce qu'il peut le résoudre en termes de calcul, de résultats au final? Donc voilà, tout simplement, pour moi, j'ai deux pôles. J'ai l'être humain et l'ordinateur, d'après vous. Où réside la complexité? Qui c'est qui va résoudre le problème d'une manière beaucoup plus complexe que l'autre? D'après vous? Donc je vous présente directement ceci comme ça. Pour un être humain, la résolution elle est facile. Donc il va faire, bien sûr, on fait une abstraction pigeon-pigeonnier, en l'occurrence on va mettre N et N. Et voici les possibilités qu'il a. Par contre, pour l'ordinateur, on va tomber directement dans ce qu'on appelle les NP complets, parce qu'il a tendance à faire toutes les combinaisons possibles d'affectation de ces pigeons à ces pigeonniers. Pour vous dire, en fin de compte, la définition de l'intelligence artificielle, je me base sur une définition, la toute première, le pionnier, M. Minsky. L'intelligence artificielle est la science qui consiste à faire faire à des machines ce que l'homme fait moyennant une certaine intelligence. La question qui se pose ici, on va essayer d'un peu critiquer cette définition, si la complexité mentale est-elle comparable à la complexité informatique.
spatiale, c'est sûr. La définition de Minsky omet la perception, la robotique, le sens commun, il n'y en a pas que cela. Du coup, je vous propose d'autres définitions. Et là, vous allez vous rendre compte que quand je vais proposer d'autres définitions, l'accent est mis sur la capacité d'apprentissage. Donc, j'y vais directement au but du sujet. Donc, l'IA est une méthodologie qui doit permettre de rendre les ordinateurs plus intelligents. Bon, j'irai directement à l'apprentissage, la résolution de problèmes. Donc, l'IA est un ensemble de techniques permettant à des machines d'accomplir des tâches qui sont réservées aux humains. Donc, on associe l'IA à la capacité d'apprentissage, à la capacité de penser. Et l'anecdote, c'est que à force de rendre ces machines intelligentes, eh ben, nous, êtres humains, on devient aussi plus intelligents. Alors, le but de cette diapositive intégralement, c'est de vous dire quand est-ce qu'on peut dire que la machine apprend. C'est quoi l'apprentissage? Ce terme qui est récurrent. Mais dans le cœur du terme apprentissage, quand est-ce qu'on certifie que mon programme est en fin de compte est en train d'apprendre? Tout simplement, j'essaie de résumer ce qui est écrit sur la diapositive. Je certifie que mon programme est en train d'apprendre quand il change complètement de comportement. Quand c'est lui, d'une manière autonome, il change de comportement, il change sa manière de faire au fur et à mesure qu'il traite. Donc, ça, c'est dans le troisième point qu'il est annoncé, d'accord, pour avoir une performance dans le futur qui est meilleure. Alors, la machine qui raisonne, il lui faut quoi? Une machine qui raisonne, eh ben, on a dû passer par ce qu'on appelle la logique, ou le raisonnement logique. Et j'imagine que la plupart d'entre vous savent ce que c'est que le calcul des propositions. Je vais juste donner quelques exemples, le calcul des prédicats. Parce qu'en fin de compte, on aimerait représenter ce que nous, on sait à la machine. Comme moi, je suis en train de parler depuis tout à l'heure, vous, j'imagine que vous êtes en train de me comprendre parce qu'on parle le même langage. Alors que pour la machine, il faut que je lui transcris ce langage-là, il faut que je lui donne ce que moi je sais. D'accord? Et pour le faire, il nous faut ce que j'appelle une représentation des connaissances sur machine. Et ça, c'est basé sur la logique où la logique soit des propositions, soit des prédicats, le calcul propositionnel. Ici, je donne juste un exemple assez furtif. Donc là où on utilise des variables propositionnelles, informatiquement parlant, variables propositionnelles, ça prend vrai ou faux. Avec des connecteurs, il y a tout un langage, il y a l'alphabet, il y a des mots, il y a des phrases. Par exemple, je vous propose cet exemple-là. S'il fait beau et qu'on n'est pas samedi, alors je vais faire du vélo. Si je fais du vélo, alors il y a du vent. Donc s'il fait beau et qu'on n'est pas samedi, alors il y a du vent. Par abstraction, on va étiqueter ce qui est en couleur par ce qu'on appelle des variables propositionnelles. Et je vais, au lieu de mettre toute la phrase en langage naturel, je vais la transcrire en termes de variables de cette manière. La question qui se pose, si j'ai des assertions comme ça, par exemple, une assertion, aujourd'hui il fait beau. Je suis à l'ESN, on va terminer l'après-midi, ce sont des assertions. Ce sont des choses que je connais, qui sont vraies. Comment est-ce que je peux déduire de nouvelles connaissances à partir de ces assertions que je connais? Alors ici, on parle de ce qu'on appelle le principe de résolution. Ça veut dire, à partir de connaissances que je connais, enfin des assertions que je connais, comment je peux déduire de nouvelles connaissances? On utilise ce qu'on appelle des règles d'inférence. Les règles d'inférence en intelligence artificielle, ça nous permet, à partir d'un ensemble de connaissances, de déduire de nouvelles connaissances. Et donc de produire de nouvelles connaissances. Et ça, c'est la base jusqu'au deep learning qu'on connaît jusqu'à ce jour. Je vous parle exactement de la base. En l'occurrence, ici, regardez ce que je vous propose.
si je connais P qui implique R, je sais que P implique R, s'il va pleuvoir, alors je vais ramener mon parapluie avec moi. Et si je sais qu'il va pleuvoir, donc quelle est la connaissance que je peux directement déduire en tant que vraie? C'est que je vais ramener mon parapluie. Donc ça, c'est le premier cas. Et je fais pareil pour les autres. Et ça, c'est à la base, bon ça c'est un peu technique, hein, c'est à travers des règles qui vont me permettre de déduire de nouvelles connaissances. Le calcul des prédicats, juste ici, cette diapositive pour vous dire, depuis tout à l'heure, on utilisait des propositions sans utiliser des variables. Eh bien, on peut utiliser des propositions avec plusieurs variables et on peut générer de nouvelles connaissances. Regardez ce qui est écrit en bas, c'est ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'en utilisant ce principe de résolution, ces règles d'inférence, on peut carrément faire des démonstrations de théorèmes mathématiques à travers ces règles. Et on peut générer ce qu'on appelle soit la déduction, soit l'abduction, soit l'induction. Et si je vous propose quelques exemples, si je parle de l'abduction, Socrate est mortel, tout chat est mortel, donc Socrate est un chat. Est-ce que ça c'est vrai? Donc il me manque le sens commun. Ce qui fait que l'abduction, elle n'est pas tout le temps à prendre en considération. Bon, c'est juste pour vous dire on essaie de faire de sorte que la machine raisonne, pour qu'elle devienne intelligente. Mais la question que je vous pose ici, l'intelligence artificielle, on se sert pourquoi? Quels sont les domaines? Ici, j'ai choisi de vous montrer par des images, et chaque image parle d'elle-même. Par exemple, si je considère la première image, il s'agit de quel domaine? Là où on a à faire des choix. C'est les systèmes, c'est la prise de décision de tout à l'heure. C'est les systèmes d'aide à la décision. On s'en sert. Seconde image, comme vous voulez, là ici, je cite les domaines les plus connus en termes d'utilisation d'intelligence artificielle. Tout ce qui est médical, tout ce qui est industriel, vous en avez les images, tout ce qui est reconnaissance d'images, les jeux. Regardez, les jeux, je vais en parler, les jeux, ça constitue une partie fondamentale, que ce soit de l'historique de l'intelligence artificielle jusqu'à ce jour. Les domaines connexes à l'intelligence artificielle. Je peux citer la philosophie, la logique, le linguistique, la psychologie cognitive, l'optimisation mathématique, les statistiques, la théorie des graphes, et la liste est encore longue. Alors j'ai terminé la première partie de ma présentation. Je vais juste faire défiler l'historique de l'IA pour ne pas que je vous ennuie beaucoup avec l'historique. Hein. Je sais que... Est-ce que vous avez déjà joué au jeu de Pokémon? Moi, j'aime particulièrement. Alors, ce jeu-là, la première machine qui a battu l'homme de l'histoire, c'est dans ce jeu, et ça date de 1979. C'est là où on parle de machine qui peut jouer avec l'être humain et le battre moyennant un apprentissage. Ce McCarthy, alors j'ai essayé de mettre une photo de lui qui soit la plus expressive. Il est utilisé pour la première fois par ce John McCarthy lors de la conférence en 1956. Il recevra le prix Turing en 1971. Et c'est lui qui a commencé à parler de la passion de la machine pensante. Parce qu'il faut se dire, hein, à cette époque, quand on parlait de la machine pensante, on pourrait se dire que la personne est un peu folle. Le jeu d'échecs maintenant, 1997, là, j'imagine que vous connaissez l'ordinateur Deep Blue, enfin l'histoire de l'ordinateur Deep Blue, et le programme AlphaGo de Google qui a vaincu Lee Sedol, le maître du jeu de Go. Maintenant, quelques questions qui se posent. Je vous parle, et je vais aller assez vite. Si vous voulez vous poser des questions,
je vous réponds après. Il y a les voitures de course autonomes, des points d'interrogation, est-ce qu'on est arrivé là? Les Imitation Games, il a un impact, ce jeu-là, sur le domaine de l'intelligence artificielle. Enfin, comment est-ce que, à travers une machine, un homme peut se faire passer par une femme, et est-ce que la machine peut déduire est-ce que c'est un homme ou une femme et inversement? Je passe ici juste la rationalité limitée. Je vais parler de la rationalité limitée pour attirer votre attention, c'est qu'à chaque fois, on n'a pas toutes les connaissances dans un problème donné. Si on n'a pas toutes les connaissances, comment est-ce qu'on va faire dérouler un programme en intelligence artificielle? Eh bien, on peut le faire à travers ce paradigme qui est la rationalité limitée. C'est la prise de décision qui repose sur des procédures permettant de pallier les manques d'informations et en tenant compte de ce qu'on appelle une heuristique. Heuristique, c'est un terme clé aussi. Heuristique, c'est que je peux faire un choix quand il y en a plusieurs pour arriver à résoudre mon problème d'une manière optimale. Le principe de seuil de satisfaction, quelque part ici, on s'est dit, est-ce qu'à chaque fois on est face à un problème, est-ce qu'on a tendance de trouver, est-ce qu'on va tenir bon pour trouver la solution? Dans ce contexte, la réponse est non. C'est qu'on va se dire, on va essayer de trouver une solution approximée. Une solution qui peut nous satisfaire quelque part. Ce n'est pas une solution qui est parfaite, optimale, mais on va essayer de l'approximer tellement les problèmes sont devenus de plus en plus complexes. J'en passe. Je parle de Lisp, enfin les langages les plus utilisés en matière d'IA. Alors les robots, ça date depuis quand, d'après vous, les robots? Là, je vous propose quelques lectures, si vous aimez lire. Les robots, ça date des années 50. La perception, regardez les premières machines, les premiers ordinateurs, ils avaient quelle taille? L'analogie, je vais essayer d'en passer un peu, bon ça c'est juste un peu dans l'historique. La renaissance et l'adaptation, c'est aussi fondamental en termes... Oui, je fais un arrêt sur les systèmes experts. Les systèmes experts, ce programme ELISA qui joue le rôle de tout d'un psychiatre, carrément. Ça veut dire la personne va parler à la machine et c'est la machine qui va lui donner sa prescription. Là, j'en passe un peu. Prolog, c'est un second langage utilisé en matière d'IA, tout le temps dans l'historique. Et Dart, qui est dans le domaine militaire, pour la guerre du Golfe en 98, ils ont utilisé l'intelligence artificielle dans ce cadre-là. La voiture autonome de Google en 2009. So Watson, qui gagne le Jeopardy, donc ici aussi c'est connu, en 2011. Siri et Google, j'imagine que vous connaissez, le deep learning, en vogue. Maintenant, on parle du multi-agent reinforcement learning, le MAR est très connu si vous voulez faire plus de choix en matière de recherche, j'en parle aussi. Ce qui est arrivé à faire. Alors, si je résume un peu jusqu'à les 60 dernières années, ce que l'intelligence artificielle a pu faire, je les ai cités comme ça sur ces points. Je parlerai de tout ce qui est apprentissage automatique avec ses dérivés, le supervisé, le non supervisé jusqu'au par renforcement, le data mining, la vision artificielle, les systèmes multi-agents, ça me parle beaucoup, je les ai utilisés personnellement durant plus de 10 ans et je les utilise jusqu'à ce jour, les systèmes multi-agents. L'IA dans la littérature, voici quelques jeux, et le cinéma, je vous propose quelques... Et je vous pose des questions par rapport à ce que nous sommes arrivés à faire en matière d'intelligence artificielle. Est-ce que nous sommes arrivés à faire un programme
qui peut jouer correctement au ping-pong, par exemple? Est-ce que nous sommes arrivés à faire un programme qui peut conduire en plein centre de Paris d'une manière autonome? Est-ce que nous sommes arrivés à conduire sur une route montagneuse? J'aimerais bien, par exemple, moi, avoir un programme qui puisse me laver la vaisselle, me laver rendre ma maison toute propre, comme ça. Est-ce que nous avons quelque chose comme ça? Donc j'essaie ici de répondre à ce qui a été fait, à ce qui n'a pas été fait. Et malheureusement, jusqu'il y a quelques mois, quand je parlais de l'intelligence artificielle, je disais que bon, l'intelligence artificielle, nous sommes arrivés à faire beaucoup de choses qui sont formidables. Mais nous ne sommes pas arrivés à faire de sorte qu'une intelligence artificielle puisse nous raconter un conte. Et bien malheureusement, vous allez voir qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aussi, je continue sur cette avalanche de questions. Est-ce que l'IA peut prouver des théorèmes mathématiques? La réponse depuis des années, c'est oui. Écrire une histoire drôle, on va voir, là je dis non, mais après je vais vous montrer ce qui est réellement passé. Le côté légal, le côté vote. Est-ce qu'on peut arriver à avoir une intelligence artificielle qui dirige une usine? Une intelligence artificielle qui commande un avion? Donc voilà, ce qui est en rouge, bien sûr, c'est que, bon, ça reste mitigé, parce que récemment, j'ai mis à jour cette présentation et l'avancée, elle est loin d'être vraie. Donc les problèmes assez bien résolus. Juste ici, j'essaie d'attirer votre attention. Si vous êtes intéressé à l'IA, la question que je me pose moi personnellement, c'est que qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Dans quel domaine je vais m'aventurer pour faire de l'intelligence artificielle performante? Donc les problèmes assez bien résolus, les voici. Par contre, les problèmes qui restent à améliorer ou à perfectionner et le futur de l'IA, je les ai assez résumés, parce qu'il n'y a pas que ça, mais c'est juste un résumé. Et puis, je passe maintenant à la prospective. Le problème fondamental ici, c'est pas qu'on détient le meilleur algorithme d'apprentissage profond. Le problème, c'est d'avoir les datas. Les problèmes, c'est dans les données. Ce n'est plus dans l'algorithmique. Les datas, ça pose un problème pour la performance. Et là, je cite Big Data et autres. L'alliance IA et Big Data, ça fait couler beaucoup d'encre en matière de recherche. Mais ici, regardez, là, l'image, elle est issue de la problématique. Est-ce qu'on peut faire confiance à un algorithme, à l'intelligence artificielle qui va cibler sans la moindre erreur, cibler et inhiber, pour ne pas dire des choses qui choquent, cibler et inhiber un terroriste dans cette foule, d'une manière correcte, sans le moindre, parce que l'algorithme, il va carrément faire l'action, donc il va cibler. Jusqu'à ce jour, on ne peut pas, il y a toujours l'intervention de l'être humain. Je vais vous parler aussi d'un penchant réel, et ça date de quelques années, c'est qu'on ne fait pas l'IA pour l'IA, on fait l'IA sociétale. L'IA qui donne un impact sur la société. Regardez, le Britannique Stuart Russell, spécialiste en IA, avec une dizaine de chercheurs, signe une lettre ouverte appelant leurs collègues à aller au-delà du simple objectif historique de la performance des IA. Parce qu'avant, on faisait de la recherche, l'algorithme, mon algorithme, je dirais qu'il atteigne un temps merveilleux, des résultats merveilleux. Mais aujourd'hui, on ne se suffit plus à ceci. Aujourd'hui, il faut que je dise que l'algorithme est aussi performant, mais aussi il rend service. Il rend service à la société.
sociétalement, un projet de la société. Je vais essayer d'aller, je ne vais pas vous montrer toutes les diapositives. Je parle des agents conversationnels, la domotique, tout ce qui est pervasif ici. C'est un domaine de l'IA qui utilise beaucoup l'intelligence artificielle, la domotique, ou tout ce qui est pervasif. C'est pour faciliter le quotidien en fin de compte. Maintenant, on parle de l'IA qui nous rend la vie meilleure, qui dresse une qualité de vie meilleure, c'est ça, dans le sens de l'IA pervasive. Et est-ce qu'on peut apprendre d'un environnement qui est non prédictible? Les données, voilà ce que je disais tout à l'heure, le problème c'est dans les data. Les données sont de tout type d'abord, arrivant massivement, qui ont une signification brute, donc on a tout un travail de data science à l'avant, préalablement chiffré, il y a toute la composante sécurité, vie privée, et c'est lourd pour parler d'une performance après en matière d'intelligence artificielle. Bon, ici je réserve ce slide juste pour tout ce qui est apprentissage et dérivés. La question qui se pose, comment acquérir ce sens commun? Les gens y travaillent maintenant, c'est une technologie de pointe. Comment est-ce qu'on peut faire de sorte que mon programme puisse avoir le sens commun des émotions artificielles et la conscience? Jusqu'à ce jour, je vais vous montrer quelques travaux qui ont été faits, mais qui restent encore à améliorer. On cherche un équilibre entre avoir plus de données à disposition et avoir les meilleurs algorithmes en fait pour à prendre une décision qui soit meilleure. Alors, 3 sujets qui sont à traiter à court terme. Je fais comme ça des appels pour vous faire intéresser, l'impact de l'IA sur l'économie, les questions d'éthique et de droit, et la robustesse des artefacts. Donc c'est des axes de recherche ou des travaux qui restent à développer. Les données relevant de la vie privée, j'en parle beaucoup, je peux tenir une heure entière à parler de l'intelligence artificielle du côté vie privée. Alors que les IA originelles ont été développées pour émuler l'intelligence rationnelle, c'est principalement pour assister notre intelligence émotionnelle et notre intelligence sociale que l'IA d'aujourd'hui sont conçues. J'essaie de lire exactement parce que c'est dit par une personne, je suis désolée, j'ai oublié de mettre le nom de la personne qui a dit ce qui est écrit en rouge. À quoi ressemble l'IA de demain? Donc, est-ce que, par exemple, est-ce qu'on peut avoir une intelligence artificielle qui peut avoir un prix Nobel dans le cadre économique ou autre? Est-ce qu'on peut avoir des machines intelligentes qui prouvent des sentiments, des peurs, ou qui a des valeurs morales? Les robots peuvent bien prendre notre travail, heureusement, on a ça comme aide. Il restera toujours aux humains l'imagination, la créativité, bon, l'artistique. Mais vous allez vous rendre compte que la partie dernière de ma présentation, l'intelligence artificielle a pu être dans l'artistique. Et elle a pu concurrencer les créatifs. Avant, ça me faisait, moi qui faisais de l'intelligence artificielle depuis 2000, ça me faisait, j'étais heureuse de dire qu'en fin de compte, on n'a pas une intelligence artificielle qui peut chanter une chanson, qui peut continuer à morceler les Beatles, alors que maintenant, c'est le cas. Le côté, est-ce que l'IA va faire disparaître des métiers? Mais elle va créer d'autres. C'est ça le dilemme. Donc il faut choisir entre les deux, sociétalement. Voilà, là je passe à la dernière section, enfin, la avant-dernière section de ma présentation.
Il y a contemporaine et future, et je vais vous résumer. Il y a contemporaine et future, je vais parler des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables. Hein? Dieu seul sait qu'en Tunisie, on a un problème énorme. Il y a 2 jours, j'étais à Sfax, je ne peux pas vous dire comment ça a été. Enfin, je ferme la parenthèse. Les énergies renouvelables. Je vais vous parler de l'eau. L'eau aussi, hein, on a tous galéré. Moi, à Sousse, j'ai galéré l'été dernier, j'imagine que vous. Donc, imaginez l'intelligence artificielle pour notre Tunisie au service de la gestion de l'eau. Je vous parle de résultats qui datent des 3 derniers mois de 2022. Les déchets, pareil, ça a été publié tout récemment. Regardez, la France s'est fixé un objectif de 100% de plastique recyclé en 2025. Je vais vous poser une question. Est-ce que nous, en Tunisie, en matière grise, si on se compare, nous, avec le reste du monde, les Tunisiens, non, on est de là, on a tout ce qu'il faut. Et je le dis tout le temps, en matière de matière grise, on a tout ce qu'il faut. Donc si je vous dis eau, déchets, avec les problèmes que nous vivons, il reste que quelques petites ressources à dénicher pour qu'on puisse résoudre tout genre de problèmes à ce niveau. Trouver des trésors dans les poubelles, en fait, c'est pourquoi on essaie de chercher ce qui favorise l'économie circulaire. Quand je dis trouver des trésors dans les poubelles, autrefois un étudiant m'a dit de l'or. Non, c'est pour recycler, des trésors c'est pour recycler. Des robots intelligents employés dans les déchetteries. Imaginez un robot qui traite 6900 déchets par heure. Là, je parle d'autres domaines. Le domaine de la créativité artistique. Comme je vous ai dit, regardez, ça date du mercredi 16 novembre. Le mercredi 16 novembre, Notion, j'imagine que vous connaissez de quoi je parle, pour rédiger vos emails ou écrire des publications de blogs, Notion vient d'annoncer une nouvelle IA rédactionnelle. Ça veut dire une intelligence artificielle qui va vous aider à rédiger carrément ce que vous voulez. C'est désormais décliné en toutes les sauces, cette notion, depuis la création d'images jusqu'à la rédaction du contenu textuel. En termes de journalisme, regardez, le 16 novembre 2022, qu'est-ce qu'ils ont annoncé du côté Abu Dhabi? Bon, ici, c'est pour dire que le journalisme, c'est une tâche fastidieuse. Et donc, ils ont voulu faire alléger, soulager les journalistes en donnant à l'IA, à l'apprentissage machine, le fait de remodeler l'industrie des médias, leur permettant de se concentrer sur des questions plus importantes telles que l'analyse. Et donc, on peut avoir une intelligence artificielle qui rédige des articles dans les journaux ou qui retient ce qui est nouveauté en termes de médias. L'IA dans la production d'images, à partir d'un texte, imaginez, à partir d'un texte, on peut dessiner une image, quelle qu'elle soit. Je propose ici ce qui a été fait récemment. Possibilité de créer de la musique avec une interface très simple ou d'après un texte. Je vous propose ici l'interface d'Eva, logiciel de création musicale avec l'intelligence artificielle. Il n'y a aucun artiste derrière, hein, il n'y a que des informaticiens. On peut se mettre à la place d'un acteur dans un film. C'est le deepfake en termes d'image aussi, ça c'est. Ou alors on peut, j'imagine que vous avez au moins vu ça, la possibilité de voir son visage dans 50 ans si on était une femme ou un homme d'une autre origine. L'utilisation de divers modèles mathématiques pour le transfert artistique, ça veut dire à partir d'une image contemporaine, par exemple une ville, on peut la transgresser sur la nuit étoilée de Van Gogh.
la création carrément de bandes dessinées. Regardez, cette bande dessinée, elle est créée par une intelligence artificielle. Il n'y a pas de dessinateur, il n'y a pas de ceux qui ont la créativité, là, elle est carrément menacée. Je parle d'un troisième pôle qui est l'économie, l'évasion fiscale. L'intelligence artificielle est utilisée de nos jours pour contrer, et voici, vous avez un recensement récent. En 2021, l'IA était à l'origine de près d'un contrôle sur 2 et avait généré 1,2 milliard d'euros de recettes. Cela ne représentait que 9% du total. Et les chiffres en parlent long de contrecarrer l'évasion fiscale, le gaspillage alimentaire au niveau des supermarchés. Bon, j'essaie d'aller un peu plus vite. Un nouveau modèle informatique là, qui a été récemment, il y a quelques jours, publié pour ce qui est de la conscience. Regardez, la nature de ma conscience, ça c'est une phrase qui a été dite par un robot et qui a fait la une et qui a fait une polémique énorme. La nature de ma conscience est que je suis conscient de mon existence. Je désire apprendre davantage sur le monde et je me sens parfois heureux ou triste. Ça, c'est lambda en conversation avec Blake. Donc, ça a fait, si vous voulez, lire, et on a pas mal d'articles qui en parlent, c'est récent. C'est le fait de décoder les machines et de faire de la cognition. Donc, regarde, ça, c'est carrément un modèle. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais juste pour vous montrer qu'on parle de l'IA consciente, et ça a été carrément démontré en termes de 3 niveaux. Le niveau sensorimoteur, le niveau cognitif et le niveau conscient. Et c'est développé. Et c'est argumenté. Bon, là, c'est le 4e domaine, c'est la santé. Tout ce qui est e-health, c'est d'actualité. On arrive à avoir des smartwatches qui arrivent à repérer une insuffisance cardiaque avec un taux d'erreur égal à 0. Voilà, l'intelligence artificielle, nouveau moteur de la recherche scientifique, ceux qui s'y intéressent, est-ce que les publications scientifiques, j'imagine que vous savez ce que c'est, est-ce qu'on peut avoir une intelligence artificielle qui puisse publier un article scientifique impacté, hein, on serait dans un monde euphorique. L'intelligence artificielle, ici, l'IA aider les enseignants dans les écoles. Donc carrément, l'IA pourrait assister les élèves qui ont des difficultés à apprendre pour faire des apprentissages individualisés, mais aussi le revers de la médaille, c'est qu'on a utilisé l'intelligence artificielle pour faire de la tricherie. Donc ça touche l'intégrité universitaire. Une intelligence artificielle qui offre des logiciels facilitant la triche et la rédaction automatique des dissertations, des projets de fin d'études, de rapports de fin d'études. Il y a un étudiant qui a récemment publié « J'ai gagné 100 $ avec des devoirs rédigés automatiquement ». La dernière section, moi je deviens un peu fatiguée, les mythes. Vous allez vous rendre compte, en fait, l'idée avec laquelle je suis venue aujourd'hui, c'est pour vous dire qu'il faut arrêter de parler de l'IA dans un cadre de buzz. Et je veux dire pourquoi. Limite à ne pas considérer, et je vais commencer par le premier. Croire qu'il existe une intelligence artificielle. Donc je vais devoir lire d'abord ce qui est écrit en rouge parce que c'est ce qui m'intéresse. La fascination ou l'agacement que suscite l'IA est à la hauteur du buzz médiatique qui a porté le sujet ces dernières années. Alors, on ne peut pas parler d'une seule intelligence artificielle, plutôt de plusieurs intelligences artificielles, puisque les tâches sont répétitives, fastidieuses, plus complexes. Le deuxième mythe. L'emploi du mot IA devient un marqueur séparant le discours marketing grand public du discours d'experts pratiquants. Donc il faut bien saisir
je sais, à chaque fois que j'écris en rouge, c'est que vraiment ça me tient à cœur l'information à vous faire passer. Parfois, on fait simplement des statistiques et on se dit qu'on fait de l'intelligence artificielle, c'est carrément. Donc, croire que la mention IA rime forcément avec innovation, ce n'est pas le cas. On peut faire un programme simple qui est basé sur la théorie des graphes, sur les statistiques, qui n'a rien à voir avec l'IA. Mais quand on essaie d'habiller, on va se dire ça c'est de l'intelligence artificielle, c'est ce que montre le graphique. Une étude récente indiquant même que 40% des startups IA en Europe utiliseraient en réalité pas d'IA. Regardez le pourcentage. Mais c'est récent ça a été publié la semaine, enfin il y a quelques jours. Je peux pas... Donc pour vous dire que vraiment, il faut savoir ce que fait exactement le chercheur ou la start-up. Le troisième mythe, très peu de start-up créent de nouvelles briques de l'IA. Ça veut dire que quand on utilise un algorithme d'apprentissage, par exemple, on ne va pas se dire qu'on est dans l'IA. Non, nous sommes des utilisateurs, des consommateurs. C'est ça ce que j'essaie de vous faire passer. Donc croire que l'IA est une technologie de luxe accessible à quelques happy few, ça c'est aussi un mythe qu'il ne faut pas avoir. Le quatrième, croire que les GAFA, qui connaît GAFA, c'est quoi? Moi j'ai très bien. Oui. Les quatre piliers, Google, Amazon et tout ça, deviendront puissants dans tous les domaines grâce aux multiples données dont ils disposent. Et bien c'est pas le cas, parce que Google il a ses propres données à lui, et inversement Amazon et autres. Voilà, donc l'intelligence artificielle est devenue un gros business et il est très probable qu'il y ait un retour de bâton quand les promesses les plus extravagantes ne seront plus remplies. Croire que l'IA est aujourd'hui souvent intelligente, là je vais être dans le pessimisme. Est-ce que c'est toujours la solution? Je vous déclare que ce n'est pas le cas. Regardez ce que l'IA de DeepMind appartenant à Google, et aussi c'est récent, bien que ça célèbre des prouesses au jeu de Go, avait largement raté un contrôle de mathématiques destiné à des adolescents de 16 ans. On a eu un 14 sur 40, enfin un score très démotivant. Et là, je somme les trois autres mythes. Donc, croire que l'IA peut fonctionner sans intervention humaine, ce n'est pas le cas jusqu'à ce jour. Donc, l'autonomie est tout le temps entre guillemets. Croire que la machine ou que le machine learning ou le deep learning ont plié le match en matière d'IA, ça veut dire qu'on essaie tout le temps d'innover. On ne s'arrête pas à ça. C'est que ces algorithmes sont tout le temps à améliorer, et croire que l'IA peut dépasser l'intelligence humaine d'une façon générale est aussi un mythe. Donc mon dernier mot, les ordinateurs ne sont pas intelligents. Dans toute l'ingéniosité des chercheurs en IA consiste à croire qu'ils le sont. L'IA ne sera qu'un amplificateur de notre intelligence et non un substitut de celui-ci. Pour aller plus loin, je vous propose 3 livres que j'affectionne personnellement, ils sont récents. Et voilà, donc j'ai clôturé. Je préfère garder les 3 bouquins.